une petite maladie et tout. Donc maintenant, je fais cette formation. D'accord. Enchanté, Sylvain. Santé, oui. De toute façon, je me présente. Donc, je m'appelle Mohamed Zine, donc j'ai 33 ans. Je suis un ingénieur en industrie, donc de formation ingénieur industriel. Actuellement, je travaille en tant que directeur technique dans une société donc, de plasturgie, etc. En parallèle, j'ai mon propre cabinet de conseil, consulting, formation, etc. dans la qualité, production, maintenance et tout. Je suis aussi un auditeur qualifié dans les normes 9001, 14001 et je suis en train de préparer pour la qualification en tant qu'auditeur dans la 45001. Je suis aussi un formateur dans l'Académie internationale de l'aviation civile. C'est une école des ingénieurs. Donc, je suis un formateur pour la qualité pour les étudiants de la dernière année et pour la production pour les étudiants de la quatrième année. Donc, voilà. Donc, j'essaie de faire aussi en parallèle des formations, pour, que ce soit pour les sociétés, que ce soit pour les particuliers. Donc, ça me fait plaisir déjà de faire connaissance avec vous. Et voilà. Moi aussi. Voilà. Enchanté. Alors, Bah, oui, on vous écoute. moi, j'ai pas besoin de me présenter. Je vois que vous avez lancé l'enregistrement. Ça vous dérange? Non, bon, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Zouir, je ne sais pas. Donc, moi, contrairement à Zouir, j'ai pas d'expérience dans la qualité. Je viens de la fonction publique hospitalière, moi. Donc, ça fait 10 ans que je suis d'ailleurs dans la sécurité incendie, exactement, dans la prévention des risques incendie. Donc, pareil, je suis formateur, donc sensibiliser le personnel au risque incendie dans l'hôpital depuis 10 ans. Et puis, pour évoluer et puis prétendre à quelque chose de plus important, et d'autant que la qualité, c'est très important. Enfin, aujourd'hui, en France, c'est à peu près partout. Donc, j'ai décidé de faire cette formation et l'aventure, elle en est là aujourd'hui. Donc, ça fait 3 mois qu'on est en théorie. Donc là, on est vraiment sur la ligne droite, vraiment. On a déjà passé, voilà, on a déjà passé l'évaluation de l'ISO 9001. Là, il nous reste un TP sur l'audit qu'on commence d'ailleurs demain matin, sur 2 jours. Et puis, bah, après, on a encore un examen sur le référentiel sécurité, donc 45001, et puis sur le MRP. Voilà. Et ensuite, on enchaîne avec une période de stage d'application de 4 mois. D'accord. Donc, alors, ce que je propose, c'est au cours de cette séance, on essaie quand même de savoir comment l'audit se déroule, quelles sont les étapes à suivre, etc. Donc, comment déjà auditer un processus, etc. Donc, généralement, pour bien comprendre les étapes de l'audit, donc il y en a une norme, donc c'est la de 19011. Donc, c'est une norme qui détermine quelles sont les étapes à suivre, comment planifier un audit, comment faire le questionnaire d'audit, comment par exemple rédiger le rapport d'audit, comment mettre le plan d'action suite à l'audit, etc. Donc, généralement, pour parler de l'audit, donc il commence toujours par la planification de l'audit. Donc, pour planifier l'audit, donc déjà avant de planifier un audit, donc on doit savoir quelle est notre base ou bien quelle est notre norme à auditer, parce qu'on sait bien que au niveau des normes de système management, donc il y a deux types des normes. Donc, on peut parler des normes auditables et des normes, par exemple, comme des lignes directrices, etc. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de la 9001, donc, vous savez, donc, c'est une norme qui est auditable, c'est-à-dire tout simplement parce qu'elle contient des chapitres avec des exigences, etc. Donc, que ce soit les exigences relatives au contexte de l'organisme, la leadership, planification des risques face ou bien planification des actions face aux risques, des opportunités, support, etc. Et même aussi pour une norme, donc on parle de deux types de chapitres. Donc il y a des chapitres informatifs, comme aussi pour la norme ISO 9001, donc on parle des 3 premiers chapitres, donc ce sont des chapitres normatifs, ou bien plutôt informatifs. Et pour les autres chapitres, donc ce sont des chapitres auditables ou bien des chapitres exigences. Donc, tout d'abord, pour auditer, par exemple, un système, donc on doit tout d'abord bien maîtriser les exigences relatives à ce processus, ou bien plutôt à ce système. Parce que tout simplement, lorsqu'on parle des exigences relatives à un système, donc il y a plusieurs sources des exigences. Il y a, par exemple, des exigences qui sont définies par la norme. Par exemple, lorsqu'on parle de l'analyse des risques, lorsqu'on parle de l'analyse des enjeux, etc. Donc, ce sont des exigences qui sont définies à partir de la norme. Il y a aussi des exigences qui sont définies par les parties intéressées. Par exemple,
On sait bien si, par exemple, on fabrique un produit, donc il y a des exigences relatives à un client, des exigences relatives, par exemple, à un fournisseur, etc. Donc, on appelle des exigences relatives tout simplement aux parties intéressées. Et il y a aussi des exigences qui sont définies ou bien qui sont jugées nécessaires pour l'organisme lui-même, c'est-à-dire l'organisme objet de l'audit, tout simplement. Par exemple, il y a des sociétés qui exigent de remplir un document, de suivre, par exemple, un produit de telle façon, etc. Donc, ça, c'est-à-dire on peut parler des exigences qui sont définies ou bien qui sont jugées nécessaires par l'organisme lui-même. Donc, ensuite, donc, dès qu'on maîtrise bien sûr les exigences à auditer, donc tout simplement, on doit planifier un audit. Donc, planifier un audit, donc il y a plusieurs critères de planification. Donc, par exemple, si on veut planifier un audit pour un organisme ou bien pour une société qui contient plusieurs processus, donc si par exemple, donc généralement au niveau du nombre des audits à réaliser par an ou bien par semestre, etc. Donc, il n'y a pas une fréquence bien définie, c'est-à-dire c'est à vous de définir combien d'audits on va faire pour un processus, etc. Mais généralement, il y a plusieurs critères pour choisir le nombre d'audits à réaliser donc, pour chaque processus. Par exemple, s'il s'agit par exemple d'un processus où on détecte beaucoup de non-conformités, donc il vaut mieux de planifier plusieurs audits. Donc, on peut planifier 2 ou 3 audits par an, par exemple. S'il s'agit aussi d'un processus qui est déterminant dans notre système management de la qualité ou bien notre système management de l'environnement. Par exemple, lorsqu'on parle de processus contrôle qualité, processus production, processus par exemple direction ou bien management, etc. Donc, ce sont des processus qui sont déterminants au niveau de notre système management de la qualité. Donc, on peut aussi planifier plusieurs audits. Aussi, par contre, par exemple, lorsqu'on parle d'un processus de juste système d'informatique, etc., donc lorsqu'on veut auditer un système management de la qualité, donc lorsqu'on parle tout simplement d'un processus système informatique, etc., donc un audit par an ou bien donc c'est assez suffisant. Aussi, donc, ça dépend au nombre de ressources qu'on a au niveau de chaque processus, c'est-à-dire s'il s'agit par exemple d'un processus qui a plusieurs ressources, plusieurs intervenants, etc., et on n'arrive pas par exemple à faire pour tous ces intervenants, donc on peut planifier plusieurs audits, etc., donc pour le même processus, etc. Donc, généralement, ce sont des critères, c'est à vous bien sûr de choisir ce nombre, de choisir cette fréquence selon votre stratégie. Donc, ensuite, dès qu'on planifie cet audit, donc, ou bien l'audit, donc, à l'échéance, c'est-à-dire avant l'arrivée, bien sûr, à la date de la réalisation du planning, déjà dès qu'on prépare le planning, donc, on doit le communiquer avec les processus, ou bien avec les pilotes de processus, bien sûr, pour voir déjà la disponibilité pendant la période d'audit, etc. Donc, il y aura toujours la possibilité d'avoir des changes, de changer par exemple la date d'audit, etc. Mais avant déjà de planifier un audit, donc on sait bien que parmi les exigences de la norme, c'est d'avoir ce qu'on appelle, ou bien c'est de faire ce qu'on appelle la qualification des auditeurs internes. Donc, parmi les conditions à saisir au niveau la désignation des auditeurs. Donc, par exemple, un pilote de processus, donc il n'a pas le droit d'auditer tout simplement son processus ou bien un processus qui a une intervention ou bien une relation avec ce pilote. C'est pour ça, donc généralement, lorsqu'on parle d'un organisme donc, qui veut par exemple mettre en place un système management de la qualité ou bien un système management environnemental, etc., donc il aura tout simplement besoin d'avoir plusieurs auditeurs internes ou bien de qualifier des auditeurs internes. Donc, facilement, donc c'est très simple de qualifier déjà les auditeurs internes. Donc, il suffit de faire une formation de la norme ISO 19011, donc par exemple par un auditeur qui est déjà qualifié, et d'assister avec un auditeur déjà interne lors de la réalisation d'un audit. Donc, c'est suffisant pour se qualifier autant qu'auditeur interne. Donc, on parle de l'auditeur interne. Donc, dès qu'on désigne bien sûr les personnes à auditer pour chaque processus, et on détermine bien sûr les dates, c'est-à-dire tout simplement le planning d'audit. Donc, on doit communiquer ce planning avec les pilotes de processus.
Et bien sûr, afin d'avoir, comme j'ai dit, donc des échanges de modifications au niveau du planning, au niveau de la disponibilité des personnes, etc. Surtout, généralement dans les sociétés, lorsqu'on parle des processus commerciaux, etc. Donc, on sait bien que les pilotes, ou bien le pilote du processus, il se déplace, etc. Donc, tout simplement, afin de se mettre d'accord sur une date ou bien sûr une heure horaire au niveau de l'audit. Donc, dès que on distribue ou bien on envoie le planning d'audit au pilote processus, donc à l'échéance ou bien avant, par exemple, l'échéance de l'audit. Donc, on demande tout simplement les documents relatifs à ce processus, tout simplement pour bien préparer les questions à poser, pour voir les exigences, pour voir aussi les procédures, les démarches à suivre au niveau de ce processus, etc. Donc, dès qu'on prépare ou bien dès qu'on demande ou bien on reçoit ces documents, donc tout simplement, on peut préparer ce qu'on appelle la notification d'audit ou bien ce qu'on appelle les questions à poser tout simplement au cours de l'audit. Donc, au niveau des documents à demander, tout simplement, on doit prendre en considération aussi les sources des exigences. C'est-à-dire, déjà, au niveau des exigences relatives à la norme, donc, en tant qu'auditeur interne, donc, on sait bien quelles sont les exigences relatives à chaque processus. Par exemple, supposons que je veux auditer le processus achat, donc on sait bien le processus de production, donc je sais bien quelles sont les exigences relatives à ce processus au cours ou bien au niveau de la norme. Par exemple, je dois savoir qu'il y aura, ou bien qu'on doit vérifier est-ce que cet organisme ou bien ce processus, par exemple, il a évalué ses parties intéressées ou bien ses prestataires externes, est-ce qu'il a, par exemple, analysé les risques relatifs à ce processus, etc. Donc, tout ça, on parle des exigences de la norme. On doit demander aussi parmi les documents, donc tout ce qui est procédure, tout ce qui est par exemple enregistrement relatif à ce processus, parce qu'on sait bien que dès que un organisme, par exemple, a mis un système de management de la qualité, donc il a déterminé aussi quelques points ou bien quelques exigences qui sont jugées nécessaires pour cet organisme. Par exemple, une démarche, comment passer une commande d'achat, par exemple, donc toujours dans notre exemple, supposons qu'on veut auditer le processus achat. Donc, supposons que la société elle a une démarche au niveau de la procédure de l'achat comme suit. Par exemple, le service demandant il doit remplir, par exemple, une demande d'achat. Ensuite, il doit transmettre cette demande d'achat, par exemple, le processus achat ou bien au pilote de processus achat. Ensuite, ce pilote il traite cette demande sous forme d'un bon de commande. Ensuite, il envoie cette seconde commande. Ensuite, en réception, la marchandise. Ensuite, un contrôle pour la réception, etc. Donc, ça, on parle tout simplement d'une procédure parce que l'auditeur dit qu'il reçoit cette procédure, c'est-à-dire c'est une démarche qui est jugée nécessaire par l'organisme. Donc, tout simplement, elle doit vérifier est-ce que sur terrain ou bien sur réalité, la procédure elle est respectée. C'est-à-dire, supposons ou bien comme nous avons pris cet exemple relatif à la procédure achat. Donc, par exemple, l'auditeur il peut demander au pilote de processus achat, par exemple, d'avoir les documents relatifs à une commande qui est passée ça fait 2 mois ou bien 3 mois. Donc, pour suivre, est-ce que la procédure est respectée? Est-ce que les documents sont bien remplis? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, comment dirais-je, il n'y a pas, par exemple, un arrêt au niveau de la procédure, etc. Donc, tout ça, tout simplement pour vérifier tout ce qui est exigence interne, tout ce qui est exigence relative à la norme, et la même chose pour les exigences qui sont définies par les parties intéressées. Par exemple, supposons que nous avons déterminé, ou bien nous avons, ou bien nous voulons, par exemple, auditer le processus commercial. Donc, on sait bien que le client, par exemple, définit son besoin à travers un bon de commande ou à travers, par exemple, un mail, etc. Donc, on peut suivre de la même façon qu'il est la procédure, ou bien est-ce que la procédure il est respectée. Toujours dans l'exemple d'achat, par exemple, on veut auditer le processus achat aussi bien que parmi les exigences, il faut déterminer, par exemple, comment évaluer, comment sélectionner vos fournisseurs. Donc, voilà, donc la même façon, donc si par exemple l'organisme il a rédigé une procédure, donc on doit vérifier est-ce que les fournisseurs qui sont, par exemple, nécessaires à évaluer selon la stratégie de l'organisme, est-ce qu'ils sont tous évalués? Est-ce qu'il y a, par exemple, dans le cas des fournisseurs qui sont jugés non qualifiés ou bien qui sont jugés à maintenir ou bien qui sont jugés à écarter, est-ce qu'il y a, par exemple, une demande de plan d'action auprès de ces fournisseurs, etc., afin bien sûr de clôturer la procédure tout simplement de l'évaluation
de ces prestataires externes. Donc, ensuite, donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, même, on peut par exemple voir des autres exemples, des autres processus, comment auditer, quels sont les points à auditer, etc. Donc, dès qu'on prépare bien sûr les questions et tout ça, donc tout simplement à l'échéance de l'audit, donc vaut mieux dès le départ, bien sûr, aussi de savoir quels sont les intervenants décisifs ou les déterminants au niveau de ce processus afin de déterminer aussi quelles sont les personnes à auditer. Donc, par exemple, supposons que nous avons un pilote d'achat, donc on sait bien que par tout ce qui est procédure, tout ce qui est exigence, etc., donc on doit vérifier aussi est-ce que ce processus il a fixé ses objectifs, ses indicateurs, est-ce qu'il a suivi, ou bien est-ce qu'il a bien suivi ses indicateurs. Dans le cas où les indicateurs n'atteignent pas ces objectifs, est-ce qu'il y a des plans d'action pour corriger la situation, etc. Donc, ce sont des points tout simplement à vérifier lors de l'audit. Vaut mieux aussi de déterminer, par exemple, quels sont les points ou bien quelles sont voilà, les exigences à vérifier, par exemple, face à face, ou bien avec le pilote, quels sont les points à vérifier sur terrain, etc. Par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, de processus réalisation. Donc, on sait bien que parmi ces exigences, il y a tout ce qui est traitement de produits non conformes, par exemple. Donc, il faut isoler ce produit non conforme, il faut l'identifier, etc. Donc, tout ça, on ne peut pas le vérifier juste sur un document, mais on doit le vérifier sur document et sur terrain, par exemple. Donc, on peut visiter l'organisme afin de déterminer est-ce que les produits ou bien les marchandises qui sont jugées non conformes, est-ce qu'ils sont déjà identifiés et isolés dans une zone de produits non conformes. Ensuite, on peut vérifier tout ce qui est relatif à ces documents, bien aux documents relatifs tout simplement à ce produit non conforme. Est-ce qu'il y a, par exemple, une fiche de traitement de produits non conformes qui est remplie? Est-ce qu'il y a un suivi de cette anomalie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une analyse des causes, est-ce qu'il y a des plans d'action qui sont mis en place, etc. Donc, afin tout simplement de clôturer cette non-conformité. Donc, tout simplement, dès qu'on veut auditer un processus, comme j'ai dit, donc on doit déterminer quels sont les points à auditer au niveau documentaire, ou bien ce qu'on appelle le système documentaire, et tout ce qui est, par exemple, pratique ou bien à vérifier sur terrain. Il vaut mieux de déterminer, bien sûr, comme j'ai dit, donc les intervenants, bien les personnes à auditer. C'est pour ça qu'il vaut mieux aussi de demander ou bien parmi les documents qui doivent être demandés, donc tout ce qui est ressources humaines de chaque processus. C'est-à-dire Zouir, tu entends? Oui, bien sûr. Zouir, ça a coupé là pendant 30 secondes. Non, moi, je suis bien là, Ah j'écoute. oui, je sais pas, j'ai eu un bug moi. Ça a coupé, pendant 15-20 Ah, secondes, j'ai rien entendu. t'as repris? Oui, c'est bon là, Donc, t'as coupé où? je ne sais pas. Enfin, c'est même pas 15 secondes, hein. Donc, ça va, c'est bon, 15 secondes, c'est pas. Ça a bugué. Non, mais c'est juste On pour peut savoir. parler voilà, du processus, audit de processus, etc. Donc, c'est bon, hein. Ok, ok, désolé. donc, j'aimerais vous dire, donc, il vaut mieux aussi, avant de faire l'audit, ou bien de faire les questions d'audit, etc., ou bien ce qu'on appelle l'entretien d'audit. Donc, il vaut mieux déterminer, afin d'organiser tout simplement le temps de l'audit, donc, de déterminer quels sont les points à auditer, quelles sont les personnes à auditer, donc, tout simplement pour savoir les personnes à auditer selon leurs fonctions. Donc, il vaut mieux de savoir aussi quelles sont les ressources humaines de chaque processus, qui fait quoi, etc. C'est pour ça, au départ, j'ai dit donc il faut demander aussi les procédures, etc. Parce que tout ça, on peut les trouver en détail dans les procédures de chaque processus. On peut savoir aussi même quelles sont les ressources matérielles relatives à ce processus. Donc, pour savoir aussi quels sont les points à vérifier, par exemple, supposons qu'on veut auditer le processus maintenance, donc on peut demander aussi la liste des documents. On peut bien parmi les documents demander quelles sont la liste des ressources matérielles, c'est-à-dire afin de savoir quels sont le nombre des machines, quelles sont les machines, est-ce que toutes les machines, ou bien est-ce que la maintenance préventive est bien réalisée pour toutes les machines, quels sont par exemple les checklists à vérifier de chaque machine, etc. Donc, c'est-à-dire ça dépend à chaque processus, on doit vérifier ou bien on doit déterminer quels sont les documents à vérifier, quels sont les points à vérifier, que ce soit sur terrain, que ce soit sur le système documentaire, etc. Parfois aussi, on demande parmi les points qu'on peut demander aussi les rapports d'audit, des audits précédents. Parce
que aussi on sait bien que parmi les points vérifiés de chaque processus, est-ce qu'il y a un bon suivi des actions qui sont planifiées. Parmi les actions qui sont planifiées, on sait bien, par exemple, dans le cas de détection d'une non-conformité lors d'un audit précédent, on sait bien qu'il y aura un plan d'action. Parmi les points à vérifier, tout simplement, est-ce qu'il y a vraiment un plan d'action qui est planifié? Si oui, est-ce qu'il est réalisé? Quel est l'état d'avancement de ce plan d'action, etc. Donc, il y a un ensemble des documents, un ensemble des points à vérifier, un ensemble, mais l'essentiel, comme j'ai dit au départ, donc, c'est de savoir quelles sont les sources de ces documents. C'est-à-dire si on arrive bien à bien maîtriser tout simplement notre système documentaire, donc facilement, on peut déterminer quelles sont les questions à poser au niveau de chaque processus. Mais généralement, si on arrive bien à maîtriser les exigences de la norme, donc aussi bien, par exemple, lorsque je parle d'un processus ressources humaines, donc on sait bien que parmi les points à auditer, par exemple, est-ce qu'il y a un plan de formation, est-ce que le plan de formation est réalisé, est-ce que, par exemple, pour les formations qui sont réalisées, est-ce qu'ils sont évalués à froid, évalués à chaud, est-ce qu'il y a, par exemple, une détermination ou bien les fonctions, les missions, est-ce qu'elles sont bien définies, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des postes ou bien des fiches de fonction, des fiches de poste, etc. Est-ce que, par exemple, les fonctions qui sont mentionnées dans l'organigramme, est-ce qu'ils sont tous des fiches de fonction, etc. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, une bonne gestion des connaissances, est-ce qu'il y a… Voilà, donc ça dépend à chaque, tout simplement, à chaque processus, mais généralement, la majorité des exigences de chaque processus sont déterminées au niveau de la norme. Par contre, pour le reste des exigences, donc facilement aussi à partir des documents qui sont rédigés, aussi parmi les points à vérifier, par exemple, ou bien parmi les informations à demander auprès d'un pilote de processus avant la réalisation de l'audit. Par exemple, on peut demander parmi les ressources matérielles, les ressources aussi informatiques pour savoir est-ce que, par exemple, le système documentaire qu'on va vérifier, est-ce qu'il s'agit d'un trace ou bien est-ce qu'il s'agit d'un logiciel, un ERP, etc. Donc, ce sont aussi des points parce qu'on sait bien que actuellement, bien dans le futur, la majorité des sociétés, donc, ils essayent de diminuer le maximum possible des documents papier, etc. Donc, il y a toujours la possibilité. Même au niveau de la nouvelle version, donc, il n'y a pas une exigence, par exemple, d'avoir un document par trace, etc. Donc, l'essentiel, c'est de bien maîtriser ce qu'on appelle l'information documentée, que ce soit à travers, par exemple, un document, à travers un logiciel, à travers n'importe quoi. Donc, l'essentiel, c'est de tracer, c'est d'enregistrer l'information qui est jugée nécessaire tout simplement à l'enregistrer. Donc, ensuite, dès qu'on pose les questions, donc tout simplement, on doit, lors de l'entretien, on doit noter quelles sont les non-conformités à détecter. Généralement, au niveau de l'audit, donc, il faut distinguer entre une vérification et un audit. Donc, lorsqu'on réalise un audit, ce n'est pas dans l'objectif tout simplement comment dirais-je, de sanctionner, par exemple, le pilote, etc., mais dans le sens toujours d'améliorer le système, c'est-à-dire qu'on doit avoir beaucoup plus un sens d'amélioration, un sens de progrès, etc. Mais généralement, tout simplement, lorsqu'on réalise un audit, donc on doit noter des constats. Donc, lorsqu'on parle des constats, donc il y a plusieurs types de constats. Donc, on peut parler aussi des points forts. Donc, c'est-à-dire si nous avons détecté qu'un processus est bien maîtrisé, les documents sont enregistrés, les personnes de ce processus, bien les ressources humaines de ce processus maîtrisent bien, par exemple, leur processus, etc. Donc, on peut parler tout simplement des points forts. On peut aussi noter dans l'audit ou bien au cours de l'audit quelles sont les contraintes rencontrées lors de l'audit. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple une personne n'arrive pas à nous donner, par exemple, des justifications, s'il y a des conflits, etc. Donc, il faut tout ça noter. Ensuite, les constats. Donc, les constats, donc, on peut noter aussi des points sensibles. Donc, c'est-à-dire, ce sont, entre parenthèses, ce sont des constats plus inférieurs qu'une non-conformité mineure. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un constat qui a la possibilité, bien qu'il y a un risque de causer une non-conformité. Donc, on parle d'un point sensible. Ensuite, parmi aussi les constats à noter au cours de l'audit, donc il y a tout simplement une non-conformité mineure. Donc, lorsqu'on parle d'une non-conformité mineure, donc tout simplement, c'est un non-respect d'une exigence, que ce soit aussi d'une exigence qui est
déterminé par la norme ou bien qui est jugé par une partie intéressée pertinente ou bien par la direction ou bien par l'organisme aussi. Et aussi, il y a ce qu'on appelle une non-conformité majeure. Donc, c'est-à-dire s'il y a par exemple, c'est pas juste non-respect, mais par exemple l'absence définitive d'une exigence. Par exemple, supposons que nous avons audité un processus et nous avons trouvé que ce processus, ou bien ce pilote de processus, il ne sait pas même bien, mais par exemple, comment analyser les risques, ou bien il n'a même identifié ces risques, etc. Donc, on parle tout simplement d'une non-conformité majeure. Parce que c'est par exemple, donc, tout simplement parce que c'est une absence définitive d'une exigence. Par contre, lorsqu'on parle d'un manque de remplissage d'un document, etc., c'est-à-dire l'exigence, il est déjà il est existante, mais il n'est pas respecté à 100%. Donc, on parle tout simplement d'une non-conformité mineure. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on veut rédiger un rapport, donc comme j'ai dit au départ, les points sensibles, les points forts, les difficultés qui sont rencontrées lors de l'audit, les constats de non-conformité mineure, non-conformité majeure, etc. Donc, ensuite, dès qu'on rédige le rapport de l'audit, donc tout simplement, on doit le communiquer avec le pilote de processus, parce que tout simplement, afin de déterminer ce plan, ou bien son plan d'action, ou bien ses actions, afin de corriger ou bien d'enlever ces écarts. Donc, on peut par exemple ouvrir pour chaque non-conformité une fiche d'amélioration ou bien une fiche d'action corrective afin de corriger la situation. Donc, généralement, au niveau de la rédaction des constats ou bien des non-conformités. Donc, il faut généralement essayer le maximum possible de ne pas intégrer 2 ou bien 3 non-conformités dans une seule non-conformité. C'est-à-dire, il faut déterminer une non-conformité claire avec une phrase, par exemple, je sais pas, par exemple, supposons que nous avons réalisé un audit au cours de la ou bien au cours de processus de réalisation et on a trouvé, par exemple, qu'une fiche ou bien qu'un produit non conforme n'est pas enregistré à l'ORI. Donc, on peut tout simplement dire, voilà, la fiche de non-conforme, ou bien la fiche de traitement de produit non conforme de l'article X dans la date Y, etc., n'est pas remplie. Supposons que nous avons plusieurs non-conformités au niveau d'un processus, donc il faut déterminer pour chaque fiche une seule non-conformité afin d'éviter toute ambiguïté relative aux non-conformités et aussi afin de faciliter ce qu'on appelle l'analyse ou bien afin de faciliter l'analyse des causes et la mise en place des actions relatives à chaque non-conformité. Donc, dès qu'on détermine les non-conformités dans le rapport, donc on communique le rapport avec le pilote de processus. Ensuite, bien sûr, on détermine, le pilote de processus, il peut déterminer, par exemple, la date pour la mise en place des actions. Donc, c'est-à-dire, il doit parler il doit tout simplement mettre un plan d'action. Donc, la mise en place d'un plan d'action, c'est-à-dire il faut déjà analyser les causes de la non-conformité. Ensuite, dès qu'il détermine, ou bien le pilote de processus il détermine les sources ou bien les causes de problème, donc il peut mettre des actions. Donc, pour la mise en place des actions, donc, il faut désigner c'est quoi déjà l'action, il faut désigner quels sont, ou bien quel est le délai de l'action, quelles sont les ressources, que ce soit humaines ou matérielles pour la mise en place des actions. Ensuite, par exemple, quelle est la date proposée pour vérifier est-ce que la non-conformité est élevée ou non, etc. Donc, ensuite, dès que le responsable, le pilote de processus, il a planifié des actions, donc il doit communiquer la réponse dialogue à l'auditeur, avec le responsable qualité, donc ça dépend si on parle d'un audit interne ou bien un audit externe, etc. Donc, ensuite, parce que tout simplement, aussi bien que c'est le responsable qualité qui suit la réalisation des actions, donc à chaque fois, il y a une mise en place ou bien une planification des actions, donc il faut les communiquer tout simplement avec le responsable qualité en général, avec l'auditeur. Ensuite, dès que la date proposée pour la mise en place, la réalisation des actions, il faut pas aussi oublier le point, donc parmi les points aussi à ajouter au niveau de la planification des actions, donc il faut déterminer aussi, et ça c'est un point qui est malheureusement oublié par la majorité des pilotes de procédure, il faut déterminer quelle est la méthode de surveillance de cette action. C'est-à-dire, supposons par exemple que nous avons une action relative, je sais pas, un processus, on peut déterminer parmi les méthodes de surveillance de cette action, par exemple, un indicateur. C'est-à-dire, supposons que nous avons mis
une action, comment juger, ou bien comment on peut savoir est-ce que cette action il est efficace ou non. Donc, tout simplement, on aura besoin d'une méthode. Par exemple, parmi les méthodes, c'est-à-dire il y a des indicateurs. Donc, c'est-à-dire on peut, par exemple, avant la réalisation de l'action, on calcule l'indicateur. Ensuite, après la réalisation de l'action, on recalcule l'indicateur. Tout simplement, on compare les résultats. Donc, si les résultats, par exemple, sont positifs par rapport, ou bien mieux par rapport au précédent, donc on parle tout simplement d'une action qui est efficace. Parmi aussi les méthodes ou bien les moyens de surveillance ou bien de vérification de l'efficacité d'une action, on peut parler aussi d'un autre audit. C'est-à-dire, supposons que nous avons détecté une non-conformité au cours de l'audit, donc on peut utiliser l'audit prochain donc, pour tout simplement vérifier est-ce que l'écart est levé, est-ce que les actions sont efficaces ou non. Donc, généralement, ça, c'est la démarche à suivre pour réaliser tout simplement